Entreprises, ONG, fondations, une cinquantaine d'acteurs de la société civile viennent proposer leurs solutions contre le dérèglement climatique. L'association La Ressourcerie de Lille travaille par exemple à la réutilisation d'objets du quotidien. L'idée, c'est de pouvoir aussi prendre un peu des contacts et parler de cette initiative-là pour pourquoi pas essaimer un petit peu ces idées-là sur le territoire. C'est pas que quelque chose de marginal. Maintenant, les tendances de consommation ont évolué. On est une association, on travaille sur le réemploi, on est professionnel, on a les épaules du coup pour gérer ce type d'activité. 2500 participants sont attendus durant les 3 jours. L'occasion pour des fondations françaises et internationales de prendre contact avec d'éventuels financeurs. Nous recherchons d'autres acteurs locaux et internationaux pour mettre en place notre projet. Nous avons justement besoin de financement pour passer un cap, avoir un impact sur le changement climatique grâce à des initiatives locales qui améliorent la situation de nos agriculteurs. Des séances plénières, des forums, des ateliers sont également au programme. Le laboratoire des initiatives nantaises doit valoriser les projets des acteurs locaux. Chacun parle de ce qu'il fait et ensuite voir comment ça peut être amélioré et comment on peut créer des synergies, des partenariats. C'est 70% en fait des actions engagées pour le climat, c'est la société civile, de par eux-mêmes, sans forcément une impulsion des États. Une société civile qui espère bien peser sur les discussions de la COP22 prévues dans 2 mois à Marrakech. Le préfet l'avait interdit, mais une centaine d'opposants se sont tout de même rassemblés ce lundi après-midi dans le centre-ville de Nantes. Dans leur ligne de mire, certains invités du sommet Climate Change. C'est un peu une mascarade dans la mesure où c'est des multinationales qui sont présentes, qui ont coopté des associations locales. Voilà. Donc nous, on pense que les associations locales ne devraient pas participer à ce climat. Parce que les multinationales sont les premières à détruire la planète. Un sommet international sur l'environnement organisé à Nantes, à quelques kilomètres de Notre-Dame-des-Landes. L'État est déterminé à évacuer la ZAD et surtout à araser 2000 hectares, à détruire 2000 hectares de bocage, de zones humides. Or aujourd'hui, on sait que la majorité des zones humides est en train de disparaître. C'est hyper important en tant que tampon contre le changement climatique justement. Et là, on va détruire, pendant qu'il y a un sommet là, à Nantes, qui se revendique capitale verte, Nantes, il y a un sommet international sur le climat, pour se disant trouver des solutions, et pendant ce temps-là, on continue à bétonner. Enfin, il y a quand même une absurdité là-bas, une hypocrisie. Les manifestants avaient l'intention de défiler jusqu'à la Cité des Congrès, lieu où se déroule le sommet. Les forces de l'ordre leur ont rapidement barré la route, les ont encerclés avant de procéder à des fouilles et des contrôles d'identité. Certains opposants ont été interpellés, mais le mouvement appelle déjà à un autre rassemblement ce mardi, à l'occasion de la venue de Manuel Valls à Nantes. Manuel Valls était à Nantes ce mardi pour l'ouverture du congrès sur le logement social. Le Premier ministre a notamment annoncé le déblocage d'1 milliard d'euros supplémentaires pour aider à la construction de logements sociaux. Devant la demande très forte qui traduit la dynamique du monde HLM, nous avons décidé avec le Président de la République de porter cette enveloppe à 3 milliards d'euros, soit 1 milliard de plus que prévu. Et je demande à l'ensemble des partenaires du dispositif d'y travailler pour la fin de l'année 2016. Et l'État répondra présent avec une nouvelle hausse de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation politique de la ville. Ces mesures prendront effet dès 2017 et je présenterai dans les prochaines semaines un plan d'accélération de la rénovation urbaine et nous y travaillons, bien sûr, avec Patrick Caner et Hélène Geoffroy. Le dispositif policier était impressionnant pour la venue de Manuel Valls à Nantes. Le quartier de la Beaujoire a été complètement bouclé toute l'après-midi ce mardi. Les manifestants venus protester contre la loi travail ont été tenus bien à l'écart. Pour nous, le Premier ministre est un des principaux fossoyeurs du droit des salariés depuis quelques décennies, même avant la loi travail. Donc évidemment, il venait sur notre département, il n'était pas question qu'on puisse rester l'arme au pied, donc on voulait l'accueillir de bonne manière. On prend comme une provocation le fait qu'on a un dispositif policier qui est encore une fois de plus démesuré. Et pourtant, les syndicats avaient sollicité une rencontre avec Manuel Valls. Ils n'ont même pas aperçu le Premier ministre. On nous a proposé une personne de son cabinet. Nous souhaitions voir M. Valls en personne, donc nous avons refusé de rencontrer son chef de cabinet. M. Valls est un provocateur né. Vous savez, il a fait passer sa loi en force, en utilisant 3 fois le 49.3. Des étudiants, des jeunes et des salariés non syndiqués étaient également présents pour dénoncer à distance la politique du gouvernement.
Je vous dis, cet homme, selon moi, n'est pas un démocrate. Moi, je l'appelle Manu Militari. Ce type, vous voyez, il connaît que ça de toute façon, le roulage de mécanique, la force, le 49.3. Les syndicats le promettent déjà, la lutte contre la loi travail va se poursuivre dans la rue et dans les entreprises. C'est désormais avec un revolver à la ceinture que les policiers municipaux de Sautron travaillent. Depuis début septembre, ils disposent en effet d'une arme létale, une nouvelle responsabilité que ces agents ne prennent pas à la légère. J'ai été favorable, donc il n'y a pas de problème, je connais les risques et voilà, j'ai appris du coup justement la légitime défense, mon cadre d'emploi et je dois le respecter. Donc normalement, je sais très bien que si j'en fais l'utilisation, c'est qu'il y aura nécessité d'utiliser. La municipalité, d'abord contre cette idée, a finalement changé d'avis face aux événements terroristes des derniers mois. Je n'étais pas du tout favorable. Et puis ces événements m'ont fait penser que ça pouvait aussi arriver à Sautron. D'autant plus que le gouvernement nous donnait cette possibilité. Donc après une très grande réflexion avec les policiers municipaux eux-mêmes, avec le chef de la police municipale, nous en avons beaucoup parlé et ils étaient tous les trois unanimes à dire, puisque nous avons 3 policiers municipaux, unanimes à dire que pourquoi pas, ils souhaitaient être armés effectivement. Depuis qu'ils sont armés, les policiers municipaux avouent se sentir plus en sécurité. Les habitants, quant à eux, sont également plutôt favorables à cette mesure. Et pour moi, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, je pense que quelque part, ça permet effectivement à ces agents d'intervenir, et de pouvoir effectivement se protéger la population. Ça me paraît tout à fait normal. D'autres villes de Loire-Atlantique ont également fait une demande. Pour le moment, sur les 66 communes du département qui disposent d'un service de police municipale, seulement 8 sont dotées d'armes à feu. Plus 13,7% de mise en chantier l'an passé en Pays de la Loire. La construction de logements neufs repart à la hausse. Elle était en baisse depuis 2012. 23 600 maisons ou appartements sont sortis de terre entre septembre 2015 et août 2016, dont 13 100 rien qu'en Loire-Atlantique. Le logement individuel affiche une croissance exceptionnelle de 10,3% dans la région, contre une moyenne nationale à 3,7%, signe d'une réelle attractivité de la région et d'un fort dynamisme. Dans ces documents se joue peut-être une partie de l'avenir du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le schéma de cohérence territoriale ou SCOT sera en effet utilisé par le gouvernement français pour répondre aux demandes de la Commission européenne. C'est une procédure normale parce qu'il y a des documents d'aménagement des territoires qui doivent servir parfois à présenter l'évaluation de certains projets. Nous avons fait en sorte que à la fois les habitants et l'information, et qu'après, évidemment, cela permette au projet d'aéroport d'avancer. En mars dernier, les élus écologistes avaient refusé de voter le texte tel quel. Ils dénoncent une prise d'otage d'un document d'urbanisme territorial. C'est un projet d'État, donc c'est à l'État de répondre et de prendre ses responsabilités et de ne pas imposer cela au territoire. Dans ce qu'on a pu voir à l'intérieur du document du SCOT, on a juste additionné les différentes études d'impact et qu'il n'y a pas eu une réelle réévaluation globale de l'impact sur les milieux naturels du projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Sur ce sujet et beaucoup d'autres, les citoyens sont invités à donner leur avis, à proposer des solutions. 11 permanences seront organisées d'ici le 21 octobre. Plus de 200 oiseaux morts retrouvés aux abords du lac de Grandlieu, la faute au botulisme. Cette maladie infecte régulièrement la faune aviaire du lac. Elle n'est pas transmissible à l'homme, mais a la particularité de se propager rapidement. Mais qu'on se rassure, selon les responsables de la réserve naturelle, la situation n'a rien d'alarmant. On reste très vigilant quand même. Le principe, c'est de ramasser régulièrement les cadavres pour éviter un emballement du phénomène. Quand on laisse un cadavre mort du botulisme, rapidement les mouches vont venir pondre, les asticots vont se développer, et les asticots vont concentrer la toxine, et si d'autres oiseaux viennent se nourrir sur ces asticots, ils vont très rapidement mourir, et donc là on a un emballement du phénomène.
on identifie généralement 2 facteurs favorables à la propagation du botulisme. D'une part, les fortes chaleurs et d'autre part, le faible niveau des eaux. En juin dernier, la préfecture a permis aux éleveurs d'utiliser l'eau du lac à des fins d'irrigation, ce qui a entraîné une baisse de la profondeur de plus de 10 cm, une situation qui complique l'activité des pêcheurs professionnels. C'est un lac à fond plat, naturel, donc nous passons par des passages qui sont déjà très peu profonds. Et 13 cm, on ne pouvait plus passer. On a laissé du matériel malheureusement qui a été détruit par les rats. Cette faible profondeur permet également aux oiseaux piscivores de repérer plus facilement leur proie, ce qui altère le volume de la pêche. Pour obtenir réparation, les pêcheurs ont décidé de porter plainte contre X. Au vu donc des propositions qui nous seront faites ou des hypothèses qui seront émises, au niveau de la métropole, avec les villes concernées, on décidera donc du processus de mise en place. On ne sera pas comme beaucoup de villes où on ne met que des caméras en centre-ville, il y aura aussi des caméras dans les quartiers. On ne va pas mettre des caméras partout, ce n'est pas la course à la caméra, parce que ça c'est de la com, mais ce n'est pas tellement efficient. Donc ça va être dans des lieux particuliers, où on a vraiment des problèmes d'insécurité, et en même temps où ce sont des lieux de vie connus. Ce n'est pas le tout caméra qui amène le tout sécurité. Donc c'est une approche, comme j'ai dit, raisonnée et équilibrée de la vidéo. Cette mobilisation du 8 octobre, en fait, c'est une façon quelque part de prendre les devants face aux menaces du gouvernement suite à la consultation biaisée qui s'est déroulée fin juin. Le gouvernement a beaucoup agité la menace de venir intervenir sur la ZAD et commencer les travaux. Et l'ensemble du mouvement contre le projet d'aéroport, dans notre diversité, nous avons appelé à cette mobilisation du 8, qui vise tout simplement à les faire renoncer et à nous rassembler en masse de façon déterminée et festive avec toutes les composantes de la lutte sur le terrain ce jour-là. Les bâtons en fait sont un symbole à la fois de notre détermination, de l'aspect paysan de cette lutte, de notre rattachement aux luttes également du passé à travers la lutte du Larzac. Et donc ces bâtons vont être à la fois portés par tout le monde dans la mobilisation. Le chant des bâtons aussi pour le bruit qu'ils feront dans le bocage. Et puis les bâtons seront ancrés dans le sol de la ZAD et donc voilà, formeront comme une image de notre rassemblement. Et ils pourront, si besoin est, et venir être récupérés. C'est comme une sorte de serment, d'engagement, de dire je pose ici mon bâton, mais je reviendrai le prendre si besoin et je défendrai la ZAD. On se prépare sereinement, sans fébrilité, parce qu'on sait qu'on restera jusqu'au bout et qu'au final, c'est eux qui vont plier.